On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une activité qui va se tenir cet automne au profit de la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se réinvente dans les circonstances. Et parlant de COVID, on reçoit à l'instant la directrice de la santé publique en Montérégie, le docteur Julie Lollier, pour faire le point. Faisons un peu un bilan, un état de la situation en Montérégie au niveau de la santé publique, toujours en regard de cette pandémie de la COVID-19. Avec nous pour en parler, la directrice de la santé publique en Montérégie, le docteur Julie Lollier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, dites-moi, actuellement, la Montérégie est sous code jaune. En tout cas, au moment d'enregistrer cette entrevue, on sait que les choses peuvent bouger quand même assez rapidement. J'ai cru comprendre dans les derniers jours que les gens avaient un peu de difficulté à comprendre un peu les nouveaux codes de couleurs qui avaient été mis en place, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Je pense que là, maintenant, les gens le comprennent un peu mieux. Mais bref, expliquez-nous un peu, un code jaune en Montérégie, dans les faits, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on est au-delà de la... Parce qu'un code vert, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça veut dire que c'est la nouvelle normalité. On parle de nouvelle normalité, on ne fait plus les choses de la même façon, il y a des habitudes qu'on a dû prendre, par exemple le couvre-visage dans les commerces, etc. Et ça veut dire qu'on est dans la nouvelle normalité et que c'est stable. On s'attend à ce qu'il y ait un peu de circulation, mais on n'est pas en perte de contrôle. Quand on arrive au niveau jaune, c'est qu'on voit que les cas commencent à réaugmenter et on est dans une vigilance accrue, qu'on appelle. Donc, il peut y avoir des types d'événements qu'on va cibler davantage pour des inspections, par exemple, ou rehausser la vigilance, par exemple, si on voit que ça circule plus dans certains contextes. On va aussi renforcer la communication par rapport aux mesures de prévention, d'hygiène. Si on voit qu'il y a des événements qui peuvent être plus à risque, on va justement renforcer tout ce qui est message à la population, message aux organisations, etc. Et on fait tout ce qu'on peut pour éviter de passer en orange parce que c'est quand on arrive en orange qu'il y a des mesures un peu plus restrictives qui s'appliquent et qui ont été bien annoncées par le gouvernement pour les différentes régions qui sont déjà passées à ce palier-là. Et quand on passe au rouge, c'est encore plus restrictif. Qu'est-ce qui ferait en sorte que la Montérégie passerait du jaune au orange dans les prochains jours? C'est quoi les éléments qui feraient en sorte que votre décision serait orientée pour dire là, on change le code de couleur? Quand on regarde, il y a différents éléments. Ce n'est pas juste un nombre de cas, ce n'est pas juste un taux. Donc, il y a différents indicateurs qu'on regarde. Et il y a aussi une analyse qualitative qu'on fait. On se rencontre les directeurs de santé publique à tous les soirs. Et on fait une analyse un peu de comment ça se passe dans la région sur la base de ces critères-là, mais sur la base de notre perception aussi. Donc, dans les critères, ça peut concerner la circulation du virus en tant que tel. Donc, c'est quoi les taux de circulation? Combien on a de taux d'infection? Combien on a d'éclosions? Est-ce que nos éclosions sont sous contrôle ou pas? On va regarder aussi c'est quoi les capacités de nos équipes de santé publique de retracer les cas, de retracer les contacts. Et on va regarder, bien sûr, les capacités du système de soins. Donc, à circulation égale, on pourrait voir, par exemple, un système de soins qui devient plus surchargé. C'est ce qu'on ne veut pas, finalement. Donc, ça aussi, ça pourrait influencer. Donc, sur la base de ces critères-là qui peuvent être plus quantifiés, on fait une analyse qualitative, on en discute et c'est là où on prend des décisions de faire passer d'un palier à l'autre. Le topo de la situation en ce moment, il ressemble à quoi dans la mesure où l'impression qu'on a quotidiennement, on a à peu près le même nombre de nouveaux cas qu'on pouvait avoir mathématiquement quelque part fin mai, début juin. Par contre, de ce que moi je vois, c'est qu'il y a quand même malgré tout moins d'hospitalisations et moins de personnes aux soins intensifs. Donc, j'en déduis qu'il y a moins de personnes vulnérables de toucher dans les nouveaux cas qu'on a. Est-ce que c'est ça la grosse différence entre le printemps et aujourd'hui? C'est une des différences. Effectivement, quand on regarde, l'âge moyen actuel des cas est beaucoup plus bas qu'en début de pandémie. Actuellement, l'âge moyen est en bas de 35 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est beaucoup moins de circulation dans les milieux de soins, mais beaucoup plus une circulation qu'on dit communautaire. Donc, dans la population, dans les loisirs, dans les écoles, dans les milieux de travail. Et c'est vrai qu'on a un moins grand nombre de cas qu'au plus grand de la pandémie. Et c'est vrai qu'on a moins d'hospitalisation et de décès, ce qui est une bonne chose. Par contre, on voit que ça circule justement dans la communauté de plus en plus. Et c'est de plus en plus complexe à gérer parce que chaque cas a beaucoup plus circulé qu'en début de pandémie, ce qui fait que chaque enquête de cas est beaucoup plus complexe à faire et chaque cas génère beaucoup, beaucoup plus de contacts. On peut aller à plusieurs dizaines de contacts, alors qu'en début de pandémie, en confinement, c'était 3, 4, 5 contacts par cas.
Bon, dites-moi, vous parlez justement des enquêtes et du fait de retracer les cas en question. Je regardais votre collègue Mylène Drouin à Montréal qui semblait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de collaboration de la part des gens. Les gens ne répondent pas au téléphone. En Montérégie, quel est votre taux de réponse ou votre taux de succès à parler aux gens dans vos enquêtes? J'aurais de la misère à vous dire un taux parce que c'est normal des fois ben d'abord, on a plusieurs moyens. Si on a des adresses courriels, on va utiliser aussi des adresses courriels pour des premiers contacts. Pour ce qui est des appels, c'est dur à calculer. C'est normal des fois que la personne ne puisse pas répondre sur le coup. De la non-collaboration, c'est-à-dire que des gens qui ne répondent pas de façon sérieuse aux appels, même si on laisse des messages, etc., ça reste quand même marginal. Le message que j'ai de mes équipes, oui, ça arrive, mais c'est quand même pas la majorité. On a quand même, de façon générale, une bonne collaboration. Puis j'en profite pour rappeler l'importance de collaborer, justement. Bon, quand on a vu, il y a quelques jours, que la région de Québec passait au orange, par contre, on excluait les zones de Portneuf et de Charlevoix. Quelqu'un m'a posé une question cette semaine, me donnait un exemple. Si demain matin, vous avez une grosse éclosion à Sorel, est-ce que toute la Montérégie va virer au orange à cause de Sorel? On pourrait prendre le même exemple pour Valleyfield ou même pour Longueuil-Brossard. Donc, est-ce que dans vos scénarios, si parfois la Montérégie changeait de code de couleur, est-ce qu'on pourrait y aller par zone ou par MRC à ce moment-là? C'est des discussions qu'on a. Chaque région est différente. La réponse à la première question, est-ce qu'une éclosion à Sorel ferait changer toute la Montérégie? Assurément pas. C'est une des raisons pour laquelle il y a l'analyse qualitative où on va regarder qu'est-ce qui a fait que ça a augmenté dans notre région et on va juger est-ce que ça impose des mesures pour toute la région. Pour ce qui est des paliers, il faut être prudent dans le fait d'essayer de faire des trop petites unités pour définir des paliers parce que plus on a des petits nombres, plus ça varie rapidement avec une petite différence de cas. Et ce qu'on voudrait surtout pas, c'est qu'une MRC passe au jaune, au orange la semaine après, retourne au vert, retourne au jaune. Ça crée de la confusion et c'est complètement infaisable d'appliquer de la constance dans les mesures. Donc ça, c'est une première chose. Il faut que les unités d'analyse soient assez stables pour qu'on puisse avoir finalement un bon portrait à long terme de la chose. Ça ne nous empêche pas de cibler des mesures particulières. Si on a une éclosion, comme vous disiez, mettons, à Sorel, dans un milieu de travail, on va intensifier les mesures dans ce milieu de travail-là sans qu'on ait nécessairement besoin de changer de palier pour toute la région. Dernière chose que je dirais pour des différences de paliers, il faut comprendre que quand on arrive avec des paliers différents, en orange ou en rouge, ça implique des mesures qui sont plus restrictives. Dans une région où il y a beaucoup de perméabilité entre les zones, ça peut entraîner certains effets. Si tout ferme, mettons plutôt en termes de bar, par exemple, on ne veut pas non plus qu'il y ait de la mobilité dans la zone juste à côté. Donc, c'est toutes des choses à considérer finalement quand on prend des décisions de faire des paliers différents par région. Bon, parfois, les gens aussi ont des drôles de perceptions. On l'a vu au printemps, les gens de l'extérieur au Québec disaient « Ah, la COVID, c'est un problème de Montréal, ça ne nous rejoindra pas. » Bon, finalement, ça a rejoint la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Mais même ici, localement, je l'entends, dans une région comme Saint-Jean ou Chambly, on dit « Ah, le problème en Montérégie, c'est Longueuil, c'est pas nous autres. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais c'est pas vrai du tout. C'est sûr que toute la région de l'agglomération de Longueuil, de la région Péri-Montréal, en termes de densité de population, de nombre de personnes, il y a plus de gens. Donc, c'est sûr que quand on regarde un nombre de cas, ils sont plus concentrés dans cette zone-là. Mais quand on regarde des taux, donc à quel point ça circule dans la population, il faut regarder il y a combien de cas par personne. Et on voit que c'est pas du tout seulement concentré dans la région de Longueuil. Depuis quelques semaines, entre autres, la région des Mascoutins est plus touchée que le reste de la Montérégie. On avait vu aussi en fin de première vague une circulation qui avait été très accrue dans la région de Beauharnois-Salaberry. Donc, c'est pas du tout juste l'apanage de la grande région de Longueuil. Oui, en nombre de cas, c'est plus important, mais ça circule partout en Montérégie. Bon, jusqu'ici, on voit que, et tant mieux d'ailleurs, que les CHSLD et les RPA, les résidences privées pour aînés, sont somme toute assez bien protégées là, jusqu'ici. En tout cas, on n'a pas le même épisode qu'au printemps, et tant mieux. Il y a quand même beaucoup de transmission communautaire, comme vous le dites. La question que j'ai envie de poser, c'est, là, si tout le monde fait attention, on se lave les mains, tous dans le coude, on porte le masque, on garde nos distances, comment se fait-il qu'il y a quand même autant de transmission et qu'on augmente quand même? Est-ce que parce qu'il y a une frange de la population qui visiblement ne respecte pas ou ne respecte plus les consignes?
Bien, c'est plusieurs choses. Évidemment que les consignes ne sont pas tout le temps respectées. On le voit dans les enquêtes qu'on fait, on le voit, on a eu des cas reliés à des événements sociaux qui ont réuni des dizaines de personnes et qui n'avaient pas du tout de distanciation, de port de couvre-visage, etc. Donc, d'abord, c'est sûr que les consignes ne sont pas toujours respectées à la lettre, évidemment. Cela dit, on n'est plus en confinement. Donc, les gens ont des contacts sociaux, même si on essaie de tout mettre en œuvre. Je vous donne l'exemple des bulles classe. Hein, c'est un compromis parce qu'on veut que les enfants retournent à l'école et on veut que ça soit gérable. Donc, dans les bulles classe, évidemment, il y a des contacts. Donc, s'il y a un cas qui survient, bien, le reste des enfants vont être isolés et ça se peut qu'il y ait des cas secondaires qui se développent parce qu'il n'y a pas cette distanciation-là. Tout est une question de compromis entre le fait de confiner de façon très stricte, mais de poursuivre une certaine vie dans la nouvelle normalité, si on veut. Donc, il y a assurément encore des gains à faire dans les mesures. Je vous dirais surtout dans les rassemblements sociaux, que ce soit au domicile ou dans des lieux publics. Il y a beaucoup de gains à faire à ce niveau-là encore et c'est le devoir de chacun. En terminant, évidemment, on voit souvent, quand on reçoit les résultats, forcément, il y a un décalage entre le moment où les gens ont des symptômes, le moment où ils se font tester, le moment où ils reçoivent le résultat. Il y a quand même un décalage et tout ça. Là, en quoi le changement de ton qu'on opère un peu cette semaine et va faire en sorte que le docteur Arruda dit, écoutez, il y a encore moyen de calmer la tempête et de calmer la croissance de cette deuxième vague. Vous y croyez vraiment que si on est plus sévère dans l'application des mesures, que ça aura un effet d'ici 1, 2 ou 3 semaines? Je pense qu'on peut avoir un effet rapide, effectivement. On le voit, dans l'incubation, en moyenne, c'est à peu près 1 semaine. Donc, si on diminue les chances de propager de l'infection, puis en faisant des petits efforts, en s'empêchant d'avoir des rassemblements, malheureusement, ce n'est pas le temps à famille. On veut que les gens restent dans les commerces, on veut que les gens restent à l'école. Et où on peut faire des gains, c'est vraiment dans ce type d'événement-là. Donc oui, je pense qu'on peut avoir une différence. Et les cliniques de dépistage vont bien en Montérégie? Il n'y a pas trop de temps d'attente? Bien, il y a eu beaucoup d'achalandage. C'est pour ça. Pour l'attente, dans les résultats, je dirais que ça va bien en Montérégie. On n'a pas beaucoup de backlog, qu'on appelle. Donc, le délai entre le test et le résultat, on se situe quand même bien. Il y a eu beaucoup de demandes dans les cliniques de dépistage la semaine dernière et la semaine précédente. On répète le message qu'avec la demande accrue, le dépistage devrait être ciblé pour les personnes qui ont des symptômes et qui répondent aux critères sur l'outil d'auto-évaluation du gouvernement ou des gens qui ont été identifiés comme des contacts de cas par la santé publique. On en est rendu à cibler vraiment les dépistages actuellement pour permettre à tout le monde d'être testé dans un temps important. Docteur Julie Lelier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Parle-nous un peu de l'émission cette semaine. Ben, écoute, on soit notre lutteur préféré, PCO. En deuxième partie, on parle de drift avec notre champion, Tommy Lemaire. Et là, manquez pas ça. C'est l'arrivée de l'automne, juste pour Ah, moi. c'est beau, ça. Wow. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Vous le savez, les organismes à but non lucratif, principalement les fondations qui vivent presque essentiellement des sous qui sont générés par les activités sociales, ce sont des temps, disons, très, très, très difficiles. On a parlé tout récemment ici sur ce plateau de la Fondation Santé, la Fondation Le Renfort. Parlons aujourd'hui de la Fondation du Cégep avec son président Samuel Benny. Salutations, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bon, chaque fondation doit un peu se réinventer pour poursuivre sa mission. C'est sûr que ce que ça met en lumière, c'est la diversification des revenus. Et c'est là qu'on se rend compte, malheureusement, que les fondations dépendent encore aujourd'hui beaucoup trop des tournois de golf, des soirées, vin fromage, prestige, etc. À la Fondation du Cégep, quel est, je dirais, le constat que vous avez fait sur la ventilation des revenus actuels et futurs, disons? On est essentiellement dans l'événementiel. C'est ce qui regroupe les gens, c'est ce qui mobilise les gens. Les gens ont l'impression de participer de façon plus concrète à la mission. Donc, évidemment, on était à 100% là-dedans. On avait un souper, un tournoi de golf et un spectacle. Oui. Là, évidemment, la pandémie oblige, il a fallu se réinventer un peu. Mais c'est encore vrai que les événements regroupent les gens, mobilisent les gens. Donc, on a essayé de trouver une façon de faire un hybride un peu avec de l'événement, mais sans que des gens se réunissent de façon trop dangereuse. Donc, d'où est venue l'idée là, du prestigieusement local. Bon, parce qu'on le sait, l'an dernier, presque à pareille date, il y avait une soirée whisky et mets fin qui avait connu quand même un succès assez intéressant. Malheureusement, cette année, on ne peut pas répéter la formule. Là, on y va plus dans une formule où les gens vont acheter, dans le fond, des plats qui auront été sélectionnés par des restaurateurs locaux. Bref, comment ça va fonctionner, cette formule-là? Donc, c'est un panier qu'on appelle prestigieusement local, qui est composé de produits, une vingtaine de produits locaux créés par des artisans ou des producteurs, et donc dont le contenu demeure secret. Donc, on ne dit pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte. Et il y a pour environ une valeur, un peu plus de 200 $ de valeur de produits dans les paniers. Et on va vendre ça, donc 160 $. Et le 5 novembre, ça va être la journée où les gens vont aller chercher leur panier au Cégep. Et il y aura une activité là, en ligne où est-ce qu'on va tout le monde ouvrir en même temps le panier, découvrir le contenu. Il y aura une animation là, un peu ludique pour aller compléter un peu l'événement, pour pas que ce soit seulement des produits qu'on achète, mais que ça demeure un événement, un regroupement, puis qu'on aille rechercher ce but-là de mobilisation des gens vers la cause. Le panier en tant que tel, c'est pour 1, 2, 4 personnes. Comment ça fonctionne pour les quantités? C'est beaucoup de produits de différentes natures. Donc, il peut y avoir des produits de beauté, il peut y avoir des produits à consommer. C'est pas quelque chose qu'on va consommer sur le champ. Donc, c'est des produits qui sont... Il n'y a rien qui se perd là-dedans. Là. Donc, on peut tout garder ça pendant plusieurs jours, profiter de ces produits-là pendant quelques semaines, mois. Donc, on peut être une personne et consommer l'ensemble du produit sur plusieurs semaines, mois, ou on peut le partager avec des membres de sa famille, avec son conjoint, sa conjointe. C'est des produits, il y en a vraiment là, de toutes sortes, donc il n'y a pas d'urgence de consommer. C'est ça. On n'est pas dans une formule, juste pour préciser, une formule qui est typiquement repas pour 1 ou 2 personnes et qu'on mange ou qu'on se fait réchauffer le soir même. On n'est pas là du tout. Là. Non, pas du tout. Pour faire une distinction un peu avec les événements que la Fondation Santé avait fait, disons, au printemps. Là. C'est ça. Non, c'est quelque chose qui est complètement différent, puis c'est le but aussi, c'est d'offrir quelque chose qui est différent. Donc, le soir du 5 novembre, quand on va être devant nos écrans, puis qu'on va partager, puis qu'on va découvrir le contenu, il y a des chances qu'on consomme rien du tout de ce qui est dans la boîte. Peut-être qu'on va vouloir essayer certaines choses, mais c'est pas une dégustation, tout le monde ensemble en même temps. Là. Bon. L'idée est venue d'où, dans le fond? Parce que je comprends qu'on a voulu faire un truc pour rassembler les gens, pour donner un coup de main aussi aux entreprises locales. Bref, comment est venue l'idée? On voulait rester dans l'activité de whisky qu'on a commencé l'an dernier. C'était un créneau plus prestigieux. On était plus dans le luxe. On a des événements qui sont plus, disons, mainstream, avec un spectacle qui est accessible plus pour la majorité des gens. Un golf qui est peut-être un petit peu plus haut de gamme. Puis là, on voulait quelque chose vraiment de prestigieux, quelque chose qui se démarquait. Donc, on voulait retourner dans une formule un peu semblable. Puis, on faisait le constat de ce qui se passe dans la population, ce qui se passe dans le milieu des affaires aussi. Donc, tu sais, comme tu dis, c'était une belle occasion de faire découvrir les produits locaux. Là, au Richelieu, on est assez riche en ces produits-là. Puis des fois, soit on les consomme puis on ne sait pas que c'est local, ou soit on les consomme pas du tout, on ne sait pas que ça existe. Donc ça, c'était une belle visibilité pour ces producteurs-là, ces artisans-là locaux. Donc on trouverait ça gagnant pour le milieu des affaires dans le Haut-Richelieu.
c'est évidemment une façon pour la fondation d'aller chercher des sous pour pouvoir remplir sa mission. Donc, c'est gagnant pour nous. Et on se disait, pour les gens, on ne sait pas qu'est-ce que le moral aura l'air de façon générale rendu au mois de novembre, mais un 5 novembre, une soirée d'automne, peut-être partiellement confiné, peut-être pas, on ne le sait pas, mais on voulait quelque chose de cosy qui venait réchauffer un peu. On voulait quelque chose on voulait que les gens puissent se gâter, mais évidemment que ça demeure accessible parce que c'est la pandémie pour tout le monde. Là. Ce que ça démontre effectivement, c'est que c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans une journée, 2 semaines ou même un mois. Donc, en tenant ce type d'activité-là, C'est assez sécuritaire. c'est sécuritaire. Autrement dit, peu importe si la situation change, évolue vers un code rouge que personne ne souhaite, mais bref, même si ça arrivait, on pourrait quand même tenir l'événement. Exact. Puis c'est le danger avec chaque nouvelle activité. On ne sait jamais comment ça va lever. Il faut prévoir, tu sais, là, les paniers, il faut savoir combien qu'on en fait. On ne veut pas en perdre, puis tout ça. Mais là, en ayant des choses qui se conservent bien, on est conservateur dans nos projections aussi. C'est moins risqué que de réserver une salle. Bien là, on n'aurait pas pu, mais ça engageait moins de frais que de dire on fait un événement, puis là, si on n'a pas 200 personnes, on ne rentre pas dans nos frais, par exemple. Tout à fait. Puis encore là, même si on peut faire un événement à 250 personnes, qu'est-ce qui nous dit que dans un mois, on va être encore capable de faire un événement à 250 personnes supervisées? Bon. Donc, ça vaut 200 $, mais vous le vendez, le panier, 160 $. Exact. Les gens peuvent l'acheter en ligne. Là, j'ai d'ailleurs vu un peu ce matin, donc c'est quand même assez bien fait là, sur le formulaire en ligne. Et les gens ont jusqu'à quand pour se commettre, si on veut? C'est juste qu'il y a épuisement des stocks. Je ne sais pas les stocks sont comment à ce niveau-ci. Ça ne fait pas si longtemps que c'est en vente. Donc, c'est tant qu'il y en a, je pense pas qu'il y ait de date limite. Là. C'est le 5 novembre, évidemment, ultimement, que les gens vont aller le cueillir. Donc, c'est maximum là. Mais d'après moi, ça va être parti complètement avant ça. Bon, donc il y a déjà une bonne réponse là, depuis que c'est annoncé. Oui. Bon. Et ultimement, si tout va bien, cet événement-là va être capable quand même de rapporter un peu de sous? Bien, c'est le but. On espère. On est encore un peu tôt dans la démarche avec les partenaires, avec le nombre de billets vendus, le nombre de paniers vendus, mais on espère aller chercher un 10 000 $. Là. Bon. Quand on parle de rentrée d'argent, vous avez fait mention tantôt, effectivement, le tournoi de golf, c'est très payé. Le spectacle du mois de janvier aux Deux-Rives, c'était quand même quelque chose. Puis il y avait le troisième événement qui était Whisky et Méfin aussi, il l'a remplacé un peu par cette soirée-là. En même temps, la Fondation aussi a d'autres recettes, soit celles des employés du collège ou des étudiants eux-mêmes ou des commandites, bref. Mais majoritairement, les revenus viennent quand même des événements sociaux. Oui. Surtout les revenus. En fait, la majorité des revenus non dédiés. Donc, les revenus qui servent à financer la Fondation elle-même. Donc, pas nécessairement parce qu'on reçoit beaucoup de dons dédiés aussi. Des gens qui vont nous dire, je vais donner 5 000 $, je veux que ça aille en génie, ou je veux que ça aille au stade, ou que ça aille pour les géants. Donc, mais les dons non dédiés viennent majoritairement de ces événements-là. Donc, c'est là c'est là que pour survivre, on a besoin d'aller chercher ces sous-là. Bon, et pour la compréhension du public, avec ces argents-là, qu'est-ce que fait la Fondation du Cégep? Bien, on a des projets porteurs qui changent à chaque année selon les besoins. Cette année, ce qu'on veut faire, on veut vraiment mettre l'accent sur les bourses de toutes sortes. Donc, les bourses d'entrée, de persévérance, de retour aux études, d'excellence. Donc, on veut essayer d'aller motiver les étudiants au maximum parce que ce qui est à craindre après la crise sanitaire, c'est peut-être une crise de décrochage un peu avec ces gens-là qui... Il y en a qui sont sur la ligne là, de continuer ou pas, puis ça se peut que le fait que l'éducation soit à distance, ça soit juste le petit tape nécessaire pour dire, finalement, je laisse tomber les études. Il y a une frange des étudiants qui sont dans cette situation-là critique, puis évidemment, on connaît les dangers à long terme d'un taux de décrochage élevé, donc c'est vraiment là-dessus on pense qu'avec les bourses, c'est là qu'on peut avoir un impact le plus direct possible. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont plus lieu entre les murs du cégep, donc c'est difficile de se commettre à dire on va financer telle activité qui peut-être n'arrivera pas, ou des voyages à l'étranger qui arriveront vraisemblablement pas, des échanges étudiants. Donc, on fixe vraiment sur les bourses, puis on espère avoir le maximum d'impact sur le décrochage avec ça. Bon, parce que dans les faits, et d'ailleurs, la directrice générale du Cégep était sur ce plateau il y a quelques jours, nous disait qu'en gros, il y a à peu près 30 des cours qui sont maintenus en présentiel, un nouveau mot, et tous les autres, évidemment, se font en vidéoconférence à distance, donc ça va être comme ça, évidemment, pour quelques mois. L'autre chose également aussi, c'est que les étudiants, parfois, l'une de leurs sources de revenus dans un petit travail qu'ils ont, c'est dans des
dans des boutiques, dans des restaurants, dans ce genre de trucs-là, où on le sait que l'économie ne roule pas encore à 100 comme avant la pandémie. Donc, ces étudiants-là peuvent aussi avoir des ennuis de revenus. Oui, absolument. Puis il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre à travers ça. Donc, il y a des emplois qui sont de plus en plus alléchants. C'est de plus en plus tentant pour quelqu'un, justement, qui a besoin de la misère à rejoindre les deux bouts pendant ses études, de voir qu'il y a des bonnes jobs avec des bons salaires qui sont facilement accessibles. Puis c'est correct, il faut les faire, ces jobs-là, mais des fois, c'est pas le meilleur choix à long terme pour cet étudiant-là. Donc, vous voulez donner un coup de pouce à l'éducation, vous voulez aider les étudiants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, aider la fondation du Cégep, qui visiblement n'a plus beaucoup d'activités sociales pour se financer ces mois-ci. Donc, cette soirée prestigieusement locale pour le 5 novembre. Donc, vous allez sur le site Internet de la fondation du Cégep, vous avez l'adresse à l'écran, pour pouvoir commander votre panier au coût de 160 $ d'une vingtaine de produits locaux que vous allez pouvoir découvrir et ouvrir cette boîte-là tous en même temps le soir du 5 novembre à 19h. Bien, merci infiniment, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Reprise des activités cet automne du côté du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Donc, si vous vous questionnez, il y a toujours en ligne, évidemment, sur le site Internet cfhr.ca pour obtenir tous les détails. N'oubliez pas qu'à chaque dimanche matin, 9h30, en direct, il y a toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix, une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. Allez sur tvhr9.com pour avoir la liste. À demain. Bye bye.